Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travail et moi. En fait, il s'agit d'une rediffusion condensée d'un des premiers épisodes du podcast. Chloé Genovesi-Fleutman partage avec nous son parcours avant et après son diagnostic de troubles de l'attention et d'autisme. Elle nous raconte comment elle a pu se sentir coupable, se croire feignante avant de comprendre sa neuroatypie et comment elle s'épanouit aujourd'hui dans sa carrière d'autrice. Cet épisode est pour toutes celles qui pensent que c'est leur faute et qu'elles devraient faire plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Travail et moi. Comme toujours, pas de conseils prêts à consommer ou d'injonctions, mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire où puiser ce que tu veux. Je suis Sarah, consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Et si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Chloé Genovesi. Bonjour Chloé, Bonjour Sarah. comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien parce que j'étais hyper contente de participer à ce podcast. Du coup, ça m'a mis de bonne humeur pour la Ok, journée. super. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Si tu devais te présenter sans dire ce que tu fais, c'est-à-dire sans parler de ton activité professionnelle ou de tes activités professionnelles, qu'est-ce que tu dirais? Donc je m'appelle Chloé Genovesi Dubois, mais mon nom enfin, mais aussi, enfin j'ai pris le nom de mon mari, donc Genovesi Fleutman maintenant. J'ai 37 ans, je vis aux Pays-Bas depuis 16 ans. J'ai passé quasiment tout mon âge adulte sur place. Je suis maman de 2 enfants. Et dans la vie, j'aime plein de choses, écrire, manger, cuisiner, lire, voilà. Si tu devais nous résumer un peu ton parcours professionnel, je sais qu'il est Mhm. assez divers, donc résumer peut-être pas le bon mot, mais si tu devais nous raconter ton parcours, qu'est-ce que tu nous dirais? Éclectique, improbable, mais qui se termine bien. J'ai commencé à 18 ans, j'ai passé le bac, j'ai pas fait d'études. Donc du coup, j'ai commencé par faire de la restauration rapide en France, qui était une catastrophe. Je ne suis pas faite pour la restauration rapide. Ensuite, j'ai commencé à faire des sondages, hein, parce qu'en France, malheureusement, enfin, en tout cas à l'époque, c'était difficile de trouver des travails, enfin des métiers, des postes qui étaient un petit peu intéressants sans avoir fait d'études. Donc, j'ai fait des sondages. Et là, surprise, ça s'est super bien passé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du service client? Parce qu'en plus de ça, on est au téléphone, mais c'est même pas à nous d'appeler. Et donc, j'ai fait du service client. Et donc, ce qui m'a mené à Amsterdam, puisque j'ai été contactée par une entreprise qui cherchait des téléconseillers à Amsterdam. Donc, c'est pour ça que je suis partie à 16 ans. Et ensuite, à Amsterdam, j'ai fait ça. Après, j'ai fait du service commande. Et à l'approche de la trentaine, j'ai commencé à me dire que j'étais pas au bon endroit. J'ai quitté un travail que je faisais depuis 3 ans pour faire du service logistique. Et en fait, je suis arrivée sur un plateau avec plein de gens qui faisaient du service logistique en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Et du coup, j'ai décidé de partir et de trouver ce que je voulais faire. Et à partir de là, j'ai commencé j'ai refait d'autres petits boulots. J'ai même fait les pauses méridiennes à l'école française, le temps de chercher. Et puis après, petit à petit, je suis un petit peu plus orientée vers le community management. J'ai fait du bénévolat. Je me suis cherchée pas mal. Et à partir de 2018-2019, j'ai commencé à écrire. Et là, j'ai commencé, moi en fait, depuis que je suis petite, en parallèle, j'adore écrire et j'écrivais des chroniques humoristiques pour le plaisir, pour un blog, et puis j'écris des nouvelles, j'écris des romans pour moi. Et j'ai soumis des chroniques humoristiques à un magazine qui a commencé à les publier. Et de là, j'ai commencé à me dire, OK, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et j'ai commencé à écrire de plus en plus. Et petit à petit, pour devenir aujourd'hui ce que je fais, c'est-à-dire j'écris à plein temps des chroniques, des articles, des livres. Voilà. Donc, on a commencé chez McDo et on finit par écrire des livres sur la parentalité. À quel moment, quand tu t'es mise à écrire, ou en tout cas de façon plus officielle ou plus continue, à quel moment tu t'es dit c'est bon, je peux envoyer mes chroniques à un magazine? C'était Mademoiselle, c'est ça? Ouais. Et à quel moment tu t'es dit je peux les envoyer et potentiellement ça va intéresser des gens? Alors, il faut savoir que j'ai envoyé des chroniques à Mademoiselle et à d'autres magazines un certain nombre de fois avant que cette fois-là fonctionne, parce que je lisais des articles
de filles et que j'adorais. Et je me disais, ça pourrait être moi. Je pourrais écrire ça. Je pourrais avoir cet humour-là. Moi, j'aurais fait cette blague-là aussi. Et je me disais, je pense que je pourrais le faire. Donc, j'ai essayé plusieurs fois. D'abord, j'ai pas eu de réponse. Après, on m'a dit non. Après, on m'a dit non, mais si tu changes ça. Au début, c'était pas Mademoiselle, Mademoiselle, c'était un tout petit média. J'étais bénévole, donc ça a commencé vraiment petit. Donc là, je me suis dit, au lieu de viser trop haut tout de suite, cette fois-ci, tu vas vraiment travailler le texte, tu vas vraiment le peaufiner à mort, et puis ensuite, tu vas envoyer à un petit endroit, et peut-être que de là, ça va ouvrir des opportunités. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au travail, le fait justement de trouver que l'écriture, c'était ton truc et c'était ce que tu voulais faire? Ben, ça m'a permis pour la première fois de ma vie de me sentir à ma place dans un milieu professionnel. Alors ça a pris du temps, même avec l'écriture. Mais ça a changé, que je me suis rendu compte. D'abord, je me suis rendu compte que le travail, que d'abord, on n'était pas forcément sur Terre pour souffrir et pour se lever le matin en ayant enfin, le lundi matin, en n'ayant qu'une envie, c'était que ce soit le vendredi et que donc on passe 5 jours de sa vie à s'enquiquiner. Je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte aussi de la valeur du travail, à quel point c'était important le travail, à quel point j'aimais ça aussi. J'ai toujours pensé que j'étais un peu paresseuse et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plutôt workaholic. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que avant de te mettre à écrire de façon professionnelle, toute ton expérience de travail, c'était une expérience d'inadéquation ou de souffrance? Ouais, c'était douloureux. Alors, il y avait beaucoup de fierté quand j'arrivais à m'intégrer, parce que j'ai quand même réussi à m'intégrer la plupart du temps dans les boîtes où j'ai travaillé. Je suis quand même toujours à chaque fois restée 2, 3 ans. Et c'est moi qui partais. Mais c'était douloureux parce que c'était difficile et que j'avais du mal. Enfin, il fallait vraiment que je me force à avoir une certaine attitude, enfin, vraiment avoir l'impression de jouer un rôle. Après, ça reste des expériences très formatrices et puis j'ai rencontré des amis très très chers qui le sont encore aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de regrets, mais c'était douloureux. Je crois que c'est plus le mot, douloureux et fatigant. Et puis culpabilisant aussi d'être fatigué et de souffrir quand les autres n'ont pas l'air de souffrir, surtout qu'on faisait des travaux de bureau, donc il n'y avait pas de raison. Et qu'est-ce qui faisait du coup qu'il y avait cette souffrance-là? C'était le lieu de travail, l'ambiance de travail, ou ça venait de toi? Quel était comment tu voyais les choses en fait? En fait, tout était inconfortable. C'est-à-dire que la façon dont les gens se comportent entre eux, même si je comprends et que je trouve pas ça forcément mal, j'avais du mal à comprendre, par exemple, quand les gens faisaient beaucoup de bruit, étaient négatifs ou au contraire faisaient des blagues que je comprenais pas. Donc c'était épuisant parce qu'il fallait quand même donner l'impression au groupe qu'on comprenait et qu'on est intégré. Les missions, les process, je les comprenais pas très bien. Je faisais beaucoup d'erreurs. J'étais très fatiguée, donc ça m'arrivait de ne pas pouvoir aller travailler. Et là, évidemment, comme j'avais pas vraiment d'explication autre que c'est trop, bah, ça m'attirait des problèmes, notamment avec mes autres collègues qui pensaient que bah, que j'étais un peu tir au flanc. Et je le croyais aussi à l'époque. Donc, je culpabilisais beaucoup. Je me rendais compte qu'au niveau du rythme, il y avait des jours où j'étais extrêmement performante et je pouvais faire une semaine de travail et puis le lendemain, plus rien. Et du coup, c'était inconfortable. Et puis, les locaux enfin, les fenêtres sont jamais ouvertes. Il y a des lumières qui sont très vives. Ça sent mauvais. Enfin, ça fait un peu wagon de bestiaux quand même. Mais grosse culpabilité parce que pourquoi les autres y arrivent. Après, je suis pas persuadée que l'humain soit fait pour vivre dans ce genre de structure de toute façon. Mais là, c'était compliqué. Mais en même temps, il y a quand même eu beaucoup de bons moments. Et donc aujourd'hui, ton travail, c'est d'écrire, hein. Donc tu es Mhm. journaliste et autrice. Et marketing aussi, j'écris de tout. Il faut quand même savoir, c'est important de dire que bah, le journalisme et publier des livres, c'est bien, mais ça ne fait pas bouillir la marmite. Donc, je fais aussi du marketing à côté, du blogging, du community management. Et du coup, avec un statut d'indépendante, j'imagine? Ouais, je suis ZZP. Donc, c'est un peu un équivalent freelance auto-entrepreneur en France. Ouais. Et qu'est-ce que cette organisation, du coup, où j'imagine tu as plus d'autonomie, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, déjà, alors, ça a apporté du bon comme du négatif. Le bon, c'est que du coup, je peux mener mon emploi du temps quand je veux. J'ai identifié les moments où j'arrive à travailler, les moments où j'arrive pas à travailler. Ça permet d'être plus flexible, ça permet
Oui, c'est ça, juste d'arranger son agenda en fait et de pouvoir se reposer dans la journée quand on en a besoin, mais aussi de travailler 14 heures par jour, hein, une autre journée où il y a besoin. Le négatif, c'est que c'est toi qui dois te mettre ton propre cadre et je trouve que c'est assez un peu anxiogène quand même parce que du coup, on a tendance à s'en mettre trop et à culpabiliser rapidement. Et puis, il y a aussi le fait de, enfin, moi, j'arrive plus à travailler de chez moi, donc maintenant, ça va mieux. Je vais dans des cafés, des choses comme ça, mais je trouve que le fait de travailler chez soi dans une ambiance qui se prête pas au travail, je trouve que c'est assez démoralisant quand même par moment. Hmm. Là, récemment, tu as publié un livre Mhm. en collaboration avec Lorraine Meyer. Et comment t'en es arrivé à publier un livre du coup? Comment ça s'est fait? Alors, moi, j'ai toujours voulu publier des livres. Ça a été toujours mon rêve. Et donc, en fait, j'avais un petit plan de départ. C'était de commencer à écrire un peu donc du marketing, puis les chroniques, et au fur et à mesure, à prendre de l'expérience. Parce que comme j'ai pas fait d'études, il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai commencé vraiment à faire un peu de mi-temps, un peu de freelance il y a 10 ans. Et à l'époque, j'avais un niveau qui était quand même assez bas. Donc, j'ai commencé à essayer de m'améliorer de plus en plus. Et puis ensuite, j'ai eu la chance en 2021 de rejoindre un webzine génial avec des nanas extraordinaires qui s'appellent Francine Avello. Et là, en fait, à ce moment-là, j'avais déjà acquis un niveau qui n'était pas mauvais. Puis ça m'a donné une confiance en moi de fou parce qu'en fait, ces filles-là, au début, j'étais juste contributrice. Un jour, elles m'ont dit, ouais, on voudrait que tu fasses partie de l'équipe. Et moi, ça m'était jamais arrivé sur mes domaines que j'aime à ce point, donc l'écriture, qu'on me propose en fait spontanément de rejoindre, quoi. Et ça m'a donné une confiance en moi énorme, ça m'a donné des ailes presque. Et en plus de ça, on a fait plein de trucs. Et en parallèle, je travaillais à temps plein chez Mademoiselle, même si ça s'est fini depuis. Et à partir de là, on a rencontré Lorraine, on a rencontré parce qu'elle faisait un book club, enfin, et on a rencontré Lorraine lors d'un book club. Et les choses, elles se sont un petit peu enchaînées comme ça. En fait, c'était des rencontres grâce à Francine. Et du coup, quels sont tes thèmes de prédilection dans l'écriture? Alors, maintenant, c'est la parentalité, la société, le genre et la neuroatypie. Parce que au cours de mon parcours professionnel, je me suis rendu compte, on m'a diagnostiqué avec un TDAH et un trouble du spectre autistique qui explique en fait beaucoup de choses qui ont pu se passer avant. Et donc, j'ai envie d'écrire là-dessus parce qu'en fait, je me rends compte que beaucoup de femmes sont diagnostiquées très tardivement et ça leur donne entre 30 et 40 ans en moyenne. Et donc, ça fait 30 et 40 ans à vivre dans un monde qui n'est pas fait pour toi. Et du coup, à avoir des problématiques qui sont très pratiques sur le lieu du travail, par exemple, ne serait-ce que parce que bah, tu n'es pas comme tout le monde, tu fais des heures que les autres ne comprennent pas, plein de choses comme ça. Et en fait, ça va, en tant que femme, on te dit toujours, enfin, depuis que tu es petite, tu sais que quelque chose ne va pas et on va juste te dire que c'est de l'anxiété. Et du coup, bah, que le problème vient de toi et tous les trucs que tu vas faire qui ne sont pas adaptés, bah, ça sera toujours vu comme des défauts. Et donc, en fait, la confiance en soi est plus que, enfin, ça ça altère énormément la confiance en soi. Ça permet, enfin, c'est très limitant. Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de travailler en ce moment. Et après, à côté de ça, je fais de la fiction. Et en tant que fiction, moi, j'aime le thriller et les romans policiers et les sagas familiales. Voilà. Et pour revenir à la neuroatypie, comment est-ce que tu en es venu à être diagnostiquée justement? Alors, parce qu'en fait, vers donc à 30 ans, j'ai rencontré mon mari et j'ai eu ma première fille, enfin mon aînée. Et à partir de là, c'était très paradoxal parce que j'avais toujours voulu être maman, donc j'étais hyper heureuse. En plus, avec mon mari, ça a été une belle rencontre, une belle histoire, donc c'était vraiment une belle période. Mais après que ma fille soit née, j'ai commencé à être en burn-out permanent, anxiété permanente, plus de plaisir, plus rien. Et ensuite, mon fils est arrivé, et là, avec le Covid, c'est parti dans des tours assez compliqués. Et en fait, je disais, donc j'étais suivie par quelqu'un et je lui disais, mais en fait, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose, qu'il va m'arriver quelque chose. Et en fait, on se rend compte dans ces cas-là qu'il y avait des indices depuis le début, qu'il y avait déjà en fait des gens qui m'en avaient parlé, qui m'avaient dit, ah tiens, ça me fait penser à toi, mais à ce moment-là, peut-être que j'étais pas prête à écouter. Et puis, on commençait à en parler beaucoup plus sur Internet, des choses comme ça. Donc un soir, j'ai fait des recherches, je sais même pas pourquoi. Et en fait, je me suis retrouvée aux symptômes du TDAH. Et là, je me suis dit, mais c'est moi.
Et en plus de ça, c'est moi. Et il y a plein de choses que j'ai jamais osé dire à personne parce que j'ai trop honte et c'est écrit là. Et donc, j'ai fait un premier. Donc, je me suis fait diagnostiquer en France puis aux Pays-Bas. Il n'y a eu aucun doute. Hein. Ça, on s'était plié à chaque fois. Enfin, c'est TDAH sévère, hyperactivité et compagnie. Et là, j'ai eu un traitement qui enfin a commencé à me faire me sentir mieux physiquement parce que et moins toujours très speed, plus calme. Donc déjà, ça m'a aidé à écrire, ça m'a aidé à me concentrer sur mon travail. Mais j'ai commencé à avoir de plus en plus de burn-out et tous mes problèmes ne sont pas partis. Au contraire, j'ai commencé à moins supporter le bruit, à moins supporter la lumière. Et donc, je suis allée me plaindre à un psychologue en lui disant, oui, les médicaments pour le TDAH, ils me font des effets bizarres. Et en fait, il m'a dit non. Le médicament TDAH marche très bien. Votre personnalité est sûrement, en fait, ce que vous êtes maintenant, c'est sûrement ce que vous êtes pour de vrai. Et on soupçonne un autisme. Et donc, j'ai fait des tests. Et encore une fois, les tests sont revenus positifs. Et ça a expliqué le reste qui n'avait pas été expliqué par le TDAH. Et là, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à vouloir parler de travail, parce que c'est là que je me suis dit, mais en fait, la vision, la lecture que j'ai de mon parcours professionnel était en fait complètement erronée. Et de mon parcours tout court d'ailleurs. Voilà. Et tu as dit à un moment que les femmes étaient moins diagnostiquées ou plus tardivement diagnostiquées que les hommes. À ton avis, pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. La première raison, c'est que d'abord, on est parti du principe que l'autisme et le TDAH étaient des maladies de garçons. Enfin, des maladies, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais que c'était des troubles de garçons. Et dans l'imaginaire collectif, le petit TDAH, c'est un petit garçon qui court partout. Et la personne autiste fonctionnelle, c'est Sheldon Cooper et compagnie dans les séries télé. Donc, les femmes n'expriment pas leurs symptômes de la même façon. On ne sait pas si c'est parce qu'il y a en fait, il y a des raisons qui sont probablement biologiques et il y a des raisons qui sont sociétales. C'est-à-dire qu'un petit garçon qui court partout, c'est accepté. Une petite fille qui va courir partout, on va tout de suite lui dire d'arrêter parce qu'on va voir sa culotte, par exemple, si elle court trop vite et qu'elle a une petite jupe. Expérience. Et donc, du coup, les petites filles apprennent très tôt que la façon qu'elles ont de se comporter, naturellement, n'est pas bonne. Et donc, ça va leur créer énormément d'anxiété, mais elles vont pas forcément être aussi visibles que les hommes. Et comme en plus de ça, bah, quand on n'est pas quand on passe son temps à contrôler ce qu'on fait et qui on est, bah, évidemment, ça crée de l'anxiété. Donc, elles vont être diagnostiquées avec de l'anxiété, au lieu d'être diagnostiquées avec des troubles qui ne sont pas du tout de l'anxiété. Et donc ensuite, bah, il y a aussi ce truc de la médecine qui fait que les femmes ne sont pas, au niveau de la médecine, les femmes ne sont pas prises au sérieux comme les hommes, les études sont faites sur des hommes, donc en fait, les femmes passent sous les radars. Et là, aujourd'hui, la prévalence de diagnostic entre un homme et une femme, c'est entre 2 et 9 selon les études. Et justement, s'il y a autant d'écart, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. On part du principe que les femmes sont angoissées. Et c'est vrai que les femmes ont appris à cacher très tôt des choses parce qu'elles savent qu'elles, on ne va pas leur faire de cadeaux. Hmm. Je pense que c'est ça. Mais il y a plein de raisons. Mais clairement, le patriarcat a beaucoup joué là-dedans, malheureusement. Hmm. Et par rapport à troubles du spectre autistique et TDAH dans le monde professionnel, du coup, alors c'est toujours difficile de dire comment ça se serait passé si, mais en gros, si tu avais été informé de ton diagnostic au début de ta vie pro, qu'est-ce que ça aurait changé, tu penses? Alors, en fait, je pense qu'il faut remonter même avant la vie pro. C'est que déjà, j'aurais pu faire des études. J'estime aujourd'hui que le travail que je fais, j'aurais pu gagner 10 ans si j'avais fait des études. Entre 5 et 10 ans, je pense, à peu près. Alors après, évidemment, quand moi j'ai commencé mes études, il y avait moins Internet. Enfin, Internet commençait tout juste, donc je ne sais même pas si les métiers qu'on fait maintenant existaient déjà. Mais moi, je voulais déjà être autrice et écrire des livres quand j'avais 7 ans. Donc déjà, je pense que j'aurais pu faire des études. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, même si c'est des études qui sont pas forcément avec des débouchés. C'est quelque chose que j'aimerais que mes enfants fassent, par exemple. C'est qu'ils aient au moins 3 ans d'études après, peu importe ce qu'ils font, parce que c'est très important. Et surtout, ça développe un gros complexe aussi, de pas faire d'études. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très complexant socialement. Surtout quand tu es entouré de gens qui en ont fait. Donc ça, et puis ensuite, je pense que la différence après pratique, je la vois aujourd'hui parce que bah, je travaille et je suis diagnostiquée. Bah, déjà, je pense que je ne me serais pas dirigée vers des endroits où c'était clair que j'allais me casser la figure. Hein. Je veux dire, faire de l'entrée de la saisie de commande sur un floor où on est 25, quand on a un TDAH et un autisme, c'est pas une bonne idée de base. Je conseillerais ça à personne.
Je pense que j'aurais aussi un accompagnement médical qui aurait pu justifier le fait que parfois j'arrivais pas à aller travailler au lieu de me dire que je suis paresseuse et au lieu que les gens pensent que je suis paresseuse. J'aurais pu le dire aussi aux gens et surtout, je pense que la manière dont je me serais comportée, je me serais moins comportée comme une victime, entre guillemets, un peu qui se sent coupable tout le temps en fait. Et ça, dans le regard des gens, quand les gens sentent qu'on est au clair avec ce qu'on est, ou quand au contraire on se sent toujours un peu coupable, les gens le sentent et le traitement n'est pas le même. Mais clairement, faites des études. Qu'est-ce que tu penses que le monde de l'entreprise pourrait changer justement pour les personnes neuroatypiques? Alors déjà, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a plus de personnes neuroatypiques qu'on ne le pense et que même sans être diagnostiqué TDAH ou autisme, TDAH ou TSA, il y a beaucoup de gens qui vont avoir de l'anxiété, beaucoup de gens qui vont avoir des spécificités. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des problèmes. Quand je dis, par exemple, tout à l'heure, je disais, je ne pense pas que l'humain soit fait pour vivre dans des endroits, enfin, pour rester 8 heures par jour assis dans des endroits non climatisés, sans fenêtre. En tout cas, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Et ben, je pense déjà à adapter les méthodes de travail. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a énormément de remote. En France, ça se fait encore très peu. Au final, je trouve que des solutions comme le remote, c'est une solution qui est assez géniale pour quasiment tout le monde parce que ça permet aux gens qui sont plus fatigués ou même il n'y a pas que des personnes qui ont des troubles, ça peut aussi être un mouvement de la vie quand on vient d'avoir des enfants et qu'on est encore fatigué. Enfin, il y a plein de circonstances qui font qu'on n'est pas apte toujours à être à temps plein sur un bureau. Et du coup, le télétravail et des horaires plus flexibles à partir du moment où on ne tient pas de ligne téléphonique, évidemment, ça permettrait évidemment d'avoir des gens qui respectent plus leur rythme et qui du coup travaillent mieux. Parce qu'au final, si c'est que tu décides tes horaires ou que tu travailles de la maison, l'important c'est le résultat derrière, je pense. Donc je pense plus de flexibilité, comme ça se fait aux Pays-Bas hein, d'ailleurs. Mm. Et tu disais qu'un des autres thèmes sur lesquels tu écrivais, c'était la parentalité. Mhm. Pourquoi la parentalité? Parce que j'ai eu des enfants, parce que j'avais des enfants. C'est presque de l'opportunisme la parentalité, j'ai envie de dire. C'est C'était un sujet qui, comme beaucoup de sujets, quand on aime bien écrire, on aime bien écrire sur ce qui nous concerne. Et c'est vrai que l'arrivée de ma fille a été un petit peu le déclencheur de toute cette remise en question. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de confiance personnelle et dans mon travail. Et puis, je trouve que c'est super intéressant. Mais encore une fois, c'est plus la psychologie de l'enfant, la façon dont les gens se comportent entre eux, qui m'intéresse plus que vraiment savoir si qu'est-ce qui est mieux, le biberon. Ou le sein ou des choses comme ça c'est pas du tout les sujets qui m'intéressent, mais plutôt la façon dont les gens vont réagir et se développer autour de l'arrivée d'un enfant et comment les parents aussi peuvent vivre mieux cette phase qui est assez compliquée, surtout avec le monde extérieur. Et quand tu dis vivre mieux, ça serait quoi du coup? Parce que quand on dit vivre mieux, ça sous-entend que c'est pas facile à vivre. Non, alors ça effectivement, depuis une dizaine d'années, la parole se libère sur les difficultés de la parentalité. Et encore une fois, je ne regrette pas du tout d'être devenue parent et je pense que c'est une des expériences les plus extraordinaires qui m'est personnellement, en tout cas moi, m'ait été donnée de vivre, mais aussi une des plus dures parce qu'on n'est pas habitué, même en tant que jeune actif, hein, finalement on est encore une jeune active et puis 3 mois plus tard, on a un bébé qui dort pas la nuit et en fait on va basculer dans un nouveau monde et c'est difficile parce que bah, on doit se dévouer corps et âme à quelqu'un qui a besoin de nous tout le temps, sans qu'on puisse lui dire d'arrêter d'avoir besoin de nous, puisqu'il est trop petit pour ça et que de toute façon, il n'a pas demandé à être là. Et à côté de ça, il y a beaucoup de jugements de l'entourage. On se juge aussi beaucoup. On arrive avec nos propres blessures. Et donc, du coup, je pense que c'est très, très difficile. Mais enfin, difficile, c'est plus que c'est le changement c'est un tel changement que c'est forcément compliqué. C'est pas forcément parce que ça se passe mal que l'enfant est pas sympa, qu'on n'est pas heureux d'être parent, c'est juste que le changement est tel qu'il y a besoin d'une adaptation et du coup, écrire, dire que c'est normal, raconter un petit peu, j'aime bien aussi raconter en rigolant ma vie de mère et des choses comme ça pour déculpabiliser les autres et parce que c'est une expérience qui est universelle. Depuis que tu es, enfin que tu écris et que c'est ton métier, que ce soit pour du marketing ou pour des livres ou pour des articles, qu'est-ce que tu ressens quand tu écris? Qu'est-ce qui est ta motivation du coup? Alors, il y en a, ça dépend. Je le classe entre travail,
et passion dévorante en fonction des contenus. Quand j'écris des articles ou des chroniques, j'y prends beaucoup de plaisir. Et il y a des fois, je me fais beaucoup rire et c'est vraiment un moment plaisir. Quand je fais du marketing, il y a de la fierté et il y a de la satisfaction de ce moment où tu as trouvé la bonne formule et tout ça. Donc, il y en a un, c'est du plaisir, un, c'est de la satisfaction. Et quand j'écris de la fiction, c'est de la passion dévorante. Comment ça se manifeste la passion dévorante? Euh, J'y pense le matin en me réveillant, j'y pense le matin le soir en me couchant. Je passe ma journée avec mes personnages. Je veux rien. Enfin, je pense qu'à ça. Il faut que ça sorte. Limite, c'est une urgence. C'est l'urgence absolue, là. Je pense que je sais pas si ça. Je pense que ça va parler. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être juste parler aux gens qui l'ont vécu. Mais moi j'appelle ça le feu sacré parce que c'est vraiment ouais, c'est de l'urgence. C'est même pas toujours. Des fois c'est tellement intense que ça fait mal. Après c'est aussi des particularités qu'il y a avec l'autisme, c'est que quand on a des intérêts ou des passions, on est à fond, à fond. Donc il y a tout un monde comme ça qui est. Ouais, c'est vraiment la passion. Limite il y a presque pas de mots pour décrire ça, quoi. Et du coup, comment ça s'articule avec ta vie? Puisque tu as ton travail, tu as tes enfants, et cetera. Donc quand tu as des moments comme ça, où tu ressens le feu sacré, comment tu articules tout ça avec ta vie? Eh ben, c'est très dur à gérer et c'est difficile à gérer en tant que maman, même dans le travail, parce que même là, par exemple, comme tu le disais, on vient de sortir un livre et ça, c'était génial de l'écrire aussi. Et ben, c'est très frustrant parce on aurait envie de pouvoir écrire autant qu'on en a envie sans être interrompu, mais à 16 heures, il faut aller chercher les enfants. Et ça, je trouve que c'est très difficile à gérer. Alors, j'en ai au début, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de découvrir que j'étais pas la seule, que c'était d'ailleurs un problème qui était très partagé chez les mamans qui écrivent, mais j'ai pas de solution, malheureusement. Et avant de passer à l'écriture, donc tu as eu plusieurs jobs différents. Tu nous as un peu parlé, du ressenti que tu avais et cetera. Et je voulais juste revenir sur le sentiment de culpabilité, parce que tu en as parlé à plusieurs reprises en disant, que tu sentais que c'était de ta faute si ça fonctionnait pas et cetera. Est-ce que c'est, le diagnostic qui t'a permis de dépasser ce sentiment de culpabilité ou c'est, le fait de d'arriver à passer à l'écriture et à arrêter d'avoir des jobs, qui n'avaient rien à voir avec ta motivation? Je pense que c'est tout. En fait, je pense que c'est l'arrivée de ma fille qui a tout changé. C'est-à-dire que, mais non, même pas, parce qu'en fait, ça s'est fait de manière tellement graduelle que je sais pas. C'est-à-dire que il y a eu donc cette première prise de conscience. J'avais même pas rencontré mon mari où je me suis dit, tu peux plus faire de logistique. À partir de là, va falloir que tu commences à te trouver. Mais là, je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je savais pas quoi. Et je pense que c'est un peu tout à la fois. C'est le fait de me rendre compte que je commençais à écrire de mieux en mieux. Donc, il y a moins de culpabilité parce que je me sentais plus légitime. Il y a le fait d'être capable de me dire. Après, la culpabilité est toujours là en même temps. Mais ça m'arrive encore très souvent de ne pas être capable de faire quelque chose et de me sentir coupable. Alors, je sais que c'est pas de ma faute, mais je peux pas m'en empêcher. Mais je pense que c'est tout un process parce qu'en fait, c'est pas juste un diagnostic, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça va interroger la vie, ça interroge les relations qu'on a avec ses enfants, ça ouvre des discussions à la maison. Euh, il y a plein de choses et en général, un diagnostic lui-même, il n'arrive pas juste tout seul, il arrive déjà dans une démarche qui avait déjà été entamée. Donc, je ne saurais pas très bien dire le fou la poule. Qu'est-ce qui a commencé mais en tout cas, tout s'est au fur et à mesure, tout s'est mis ensemble et ça a fait un peu comme un cercle vertueux. On arrive à la fin de cet entretien, donc je vais te poser, la question que je pose aussi à tous mes invités et qui est: si c'était à refaire? Et je te laisse interpréter comme tu l'entends. Si c'était à refaire, assurément, je ferais autrement. Bon, j'aime beaucoup le rap français et c'est un artiste que j'aime beaucoup qui a dit ça. Euh, Si c'était à refaire, je sais pas, parce que la question ne se pose pas. Et si c'était à refaire, peut-être que je referais tout pareil parce que j'aurais trop peur de ne pas me retrouver là où j'en suis aujourd'hui. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est enfin un endroit où j'ai envie d'être. Alors, si c'était à refaire, mais que je savais exactement comment en arriver aujourd'hui, mais je crois pas. Parce que j'aurais
J'aurais trop envie de rencontrer ma fille, j'aurais trop envie de rencontrer mon mari, j'aurais trop envie d'en être là où j'en suis. Je voudrais pas prendre le risque d'avoir moins bien. Merci beaucoup Chloé pour ton temps et pour ton témoignage. Bah, merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!